Avec nous, Christian Dubé, ancien ministre de la Santé, qu'on n'a pas entendu beaucoup depuis qu'il a démissionné. Bonjour, bienvenue. Monsieur. Bonjour. Vous étiez là à la période des questions tout le temps, à fuir les journalistes, à pas répondre. Comment on reste discret quand on a été un personnage aussi public, là? Bien, premièrement, je me cachais pas parce que je me faisais un devoir d'aller à l'Assemblée à tous les jours. Je pense que j'ai manqué quelques jours, c'est tout. Je suis resté dans mon rôle de député quand même. Mais simple député assis dans le fond, là. Oui, c'est ça. En plus, en plein milieu de l'Assemblée nationale, là, entre le gouvernement puis les partis d'opposition. Mais c'était important pour moi de bien finir mon mandat. Puis j'ai beaucoup de respect pour l'Assemblée nationale, donc pour moi, c'est important. Mais pas d'entrevue, pas de journaliste pendant cette période-là. Non, puis comme j'ai expliqué dans le document là, qui est paru ce matin, pour moi, les enjeux qu'on a eus, puis la raison de ma démission, ça se résume pas dans une entrevue de 2 minutes. Et j'ai voulu prendre le temps, dans ce document-là, de faire le point sur ce que... toutes les réflexions, je pense, qui sont importantes pour la suite des choses. Alors donc, c'est pour ça que j'ai... On va plonger dedans, parce que plus tard, je vais vous parler, le plus humain, votre départ de la politique. Mais OK. Commençons par vraiment l'école. Commençons par la matière, là, la grosse matière. Le contenu. C'est 80, c'est pas un petit document pour les gens, c'est pas un communiqué de presse, c'est 80 pages de tableaux, de réflexions. En fait, j'ai jamais vu un ministre faire ça. Donc, vous quittez le ministère de la Santé, puis vous dites... Voici mes leçons, voici ce que j'ai fait qui a marché, voici ce qui n'a pas marché, voici ce qu'il faudrait faire. Vous allez même l'enseigner à l'université. Oui, bien, c'est... Le document. Mais, M. Dumont, j'allais dire Mario, là, mais c'est exactement, vous l'avez bien compris, mon message le plus important. Et c'est pour ça que j'ai dit pas de rencontre, pas d'interview, pas de commentaires, parce que je voulais prendre le temps de prendre du recul et de faire justement le sommaire de ce que j'ai vécu à la santé pendant 5 ans. Ce que je pense qu'on doit améliorer, parce que vous avez écrit un article la journée ou le lendemain de ma démission, puis vous avez dit, ben là, les Québécois, ils y croient plus, sont découragés. Si Dubé n'a pas réussi, les gens se disent, on est découragés, il n'y a personne qui va réussir à changer ça. Puis ça m'avait fait un petit pincement au Vous cœur. n'êtes pas d'accord avec ça? Non, je suis d'accord que c'est décevant, puis que je comprenais que les Québécois soient déçus. Mais vous êtes plus optimiste que moi, il y a encore de quoi faire. Ah, toujours. Toujours, parce que moi, j'ai pris la place de quelqu'un d'autre. Hein? J'ai pris la place de Mme McCann. Mme McCann, elle a remplacé Gaétan Barrette. Puis là, ben, c'est Mme Bélanger qui a pris ma place. Puis peut-être qu'il y aura d'autres personnes. Et c'est un processus d'amélioration. Puis mon grand message, c'est qu'on ne doit pas baisser les bras. Je fais souvent la comparaison que le Canadien, c'est pas parce que le Canadien n'a pas gagné la Coupe Stanley cette année qu'il n'a pas eu une bonne saison. Je pense que dans les dernières années, on a fait beaucoup de changements avec le gouvernement dans lequel j'étais. Vous en avez 9 dans le document. 9 changements. Vous dites ça, là, faut le prendre, je suis content. Je veux vous emmener sur un de ceux-là. Là. Toute la notion de prise en charge, là, le gap, puis la prise en charge. Puis là, vous avez des tableaux. Vous dites qu'il reste un 470 000 personnes là, qui n'ont pas de médecin de famille, puis qui ont des vrais problèmes de santé. Est-ce que le gap, vous voyez ça, vous, comme vraiment un succès? Parce que j'entends des gens qui disent, là, on est pris en charge par un GMF plutôt que par un médecin. On n'est pas capable de les rejoindre, d'avoir un rendez-vous. Ce qu'on a mis en place quand on a fait le gap il y a 3 ans, c'est une mesure temporaire. Il faut bien comprendre que, je fais attention à mes mots, là, un des grands problèmes avec les médecins de famille, c'est que c'est une participation volontaire. Ils ne sont pas obligés de prendre tel ou tel patient. Alors donc, il y a des patients qui... Puis c'est pas par mauvaise foi de la part des médecins, soyons clairs, mais ils ne sont pas obligés de le faire. Alors, les gens qui ont payé de l'impôt toute leur vie puis qui arrivent à 70 ans puis tout d'un coup, ils ont une maladie chronique, bien, selon moi, c'est pas juste que ces gens-là ne puissent pas aller voir un médecin aussi rapidement qu'ils voudraient. Le GAP était là pour répondre temporairement à ce besoin-là en attendant qu'on ait une rémunération qui aurait dû être modifiée pour être capable d'avoir une vraie prise en charge. Soit par Donc, vous croyez encore à la vraie prise en charge par un médecin? Ça, c'est l'idéal. Dans un idéal, mais surtout dans le cas des personnes vulnérables. Parce que, d'ailleurs, dans le tableau que j'explique... Donc, pour quelqu'un de 30 ans en bonne santé, être pris en charge par un GMF, vous dites ça pourrait être correct. Ça pourrait être un accommodement. Il y a eu une très bonne étude qui a été faite, qu'on avait demandé il y a à peu près 1 an par 2 médecins et un professeur, qui disait que l'affiliation est aussi importante que le médecin de famille. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'affiliation, c'est simple, c'est au moins le jeune de 30 ans,
il sait où est-ce qu'il peut appeler. Puis si jamais c'est pas un médecin qui est disponible, parce que dans le fond, c'est pas un bobo grave qu'il a, au moins il sait où appeler, puis il pourra avoir un rendez-vous avec un professionnel. Donc, l'affiliation, savoir où aller, à qui parler, est presque aussi importante que le médecin lui-même. C'est dans les études que ces gens-là ont fait. Donc, c'est pour ça que votre question est pertinente. C'est quoi de la prise en charge? Ça dépend de qui on parle. Et comme on a besoin d'avoir ça de façon plus précise, pour ça que je réponds à votre question, le gap, c'était temporaire et j'espère qu'on peut aller plus loin dans les prochaines années. C'est une vraie prise en charge. Voilà. Bon, il faut en parler de l'entente avec les médecins. Vous l'incluez là-dedans. Vous dites à un endroit, par exemple, on n'a pas toujours eu le bon ton dans nos discussions avec les médecins, dans les leçons que vous retenez. C'est là-dessus que vous avez démissionné. C'est quoi le point de rupture? C'est quoi l'élément qui fait que vous avez dit, moi, mon âme et conscience, là, comme député, ministre, je peux pas accepter ça? Bien, quand on fait une négociation, puis je veux vraiment pas revenir trop sur le passé, mais je vais être très clair. On m'avait donné un mandat qui avait beaucoup d'exigences, de dire qu'il fallait pas qu'il y ait d'augmentation de l'enveloppe, que ça soit à coût zéro, qu'on appelle, qu'il ne devait pas y avoir augmentation de dollars. Ça, c'est M. Legault qui vous l'avait demandé. Oui, effectivement. C'est des commandes qu'on avait passées au Trésor. On avait dit, par exemple, qu'il faut qu'il y ait une vraie prise en charge, etc. Il y avait des demandes très, très claires. Le gouvernement devait avoir un meilleur contrôle de ce qu'on appelle gestion. Qu'est-ce que ça veut dire? Soyons précis là-dessus. Des droits de gestion du gouvernement, c'est de dire, c'est beau vous donner une enveloppe de 5 milliards ou 3 milliards, mais il y a des choses là-dedans qu'on voudrait être sûr qui arrivent. Par exemple, quels sont les honoraires pour un CHSLD? Quels sont les honoraires pour les gens qui font du service sur la route? Parce qu'on ne peut pas juste laisser aux médecins le choix de décider les honoraires. Il y avait ces droits de gestion-là que je voulais récupérer, qui sont là depuis des années et qu'on n'a pas fait. Il y a eu une décision politique de retourner principalement vers le GAP, de créer un groupe qui va essayer de voir comment, dans les prochains mois, on va changer la rémunération. Et c'est pour ça que... Et donc, on a cédé sur des essentiels. Ben, moi, en termes de résultats pour le patient? Selon moi, j'ai été très clair, puis j'ai pas démissionné pour rien. Si cette entente-là avait fait mon affaire, je serais encore là. Mais je trouvais qu'on s'était tellement éloigné de ça. Je l'ai dit, les fédérations, je dis bien, les fédérations ont bien joué leurs cartes dans le contexte du cycle politique. Ben, à un moment donné, moi, j'étais plus à l'aise et j'étais plus crédible pour continuer à travailler avec les médecins. Il y a de vos collègues de l'époque, là, de la CAQ, qui disent Dubé nous a embarqués dans une bataille là, chevaleresque contre les médecins. Puis là, on pensait pas que ça allait être un conflit de même. Comme si vous les avez embarqués dans un conflit avec les médecins, puis ils se sont réveillés un matin en guerre contre les médecins. Puis là, ils voulaient pas ça. C'est pour ça qu'ils sont rentrés dans le terrier. Comment votre interprétation de ça? Je vous fais un beau sourire, là. Si j'avais été tout seul à faire ça, là, puis à imaginer ça un an d'avance, tout seul, à toutes ces conditions-là, je vous dirais, OK, c'est ma faute. Mais je pense que j'ai pas fait ça tout seul. Puis à un moment donné, pour des raisons politiques, on a décidé de se reculer par rapport à, notamment avec la Fédération de la FMOQ. Puis je pense que c'était important pour moi de dire, moi, je suis pas à l'aise avec le gros changement de cap qu'on a fait. Voilà. Donc, ils ont cédé sur de l'essentiel. Bien, sur des principes. Et je pense que... Et d'ailleurs, on le voit, là, comment l'entente ressort dans les journaux les dernières semaines. Les gens se plaignent, ouais, mais c'est beau, j'ai reçu une lettre, mais je suis pas capable d'avoir un rendez-vous. Vous n'êtes pas surpris de ça? Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est malheureux. Mais c'est pour ça qu'il faut se préparer, M. Dumont, pour la prochaine. Puis je le dis souvent dans mon document, 2028, là, c'est demain. La prochaine négo. La prochaine négo. Ouais, mais là, arrêtez ça, là. La prochaine négo, là, peu importe qui va être là, avec... Là, ils ont vu que les médecins ont eu la tête d'un ministre, quasiment du premier ministre. Le prochain, là, il va arriver, le petit de même dans ses culottes devant un médecin. Mais là, je suis tellement pas d'accord avec vous. Ah non? Ah, non. Moi, je pense que le prochain premier ministre, les genoux vont éclaquer. Là. On est juste nous deux, là. Okay? Ouais. Juste nous deux, là. Je vais vous dire une chose. Moi, je dis pas de commencer avec ça demain matin. Les politiciens ne feront pas ça au mois d'octobre après. Peu importe qui va gagner. Mais il y a une chose qu'ils peuvent faire. C'est pendant les 2 prochaines années, se préparer d'avoir les bonnes données, d'avoir toute l'information. Ça, c'est très différent. Vous avez raison, il n'y a pas quelqu'un qui va vouloir toucher à ça maintenant pour retourner devant une fédération puis de faire les gros bras. Non. Ce qu'il faut faire, c'est se préparer pour qu'en 2028, on ait la bonne information.
Et pour vous, la bonne information, c'est les données. Dans votre document, on sent que ça vous obsède. En fait, pendant votre expérience de gestion, puis vous l'avez fait des tableaux de bord, puis des chiffres, puis tout ça. À vous lire, on a l'impression qu'avant vous, on ne savait pas ce qui se passait dans le réseau de la santé. On gérait, on prenait des décisions, mais on ne savait pas exactement les médecins, ils font quoi, ils font combien de tel type d'intervention par année. Parlez-moi de ça, l'importance des données, là. Bien, premièrement, on n'avait pas, quand je suis arrivé dans la première vague de la pandémie en 2020, on n'en avait pas de données. Donc, vous posiez des questions sur on a fait combien de ça? Bien, moi, quand je suis arrivé, je me souviens, là, au mois de juin, puis c'était pas drôle ce qui s'était passé dans les CHSLD. J'ai dit, montrez-moi le rapport de gestion. Puis d'ailleurs, le premier ministre, M. Legault, se plaignait de ça aussi. Il n'y avait pas... Le ministre recevait des courriels. Il demandait un sujet, il recevait un courriel, mais de rapport complet sur la gestion d'un réseau qui dépense aujourd'hui 60 milliards, il n'y avait pas un rapport de gestion. Alors moi, j'ai commencé à demander des rapports. Puis une des excuses qu'on me disait, oui, mais ça, on n'a pas le droit de vous le donner. Ça, c'est de l'information qui est privée ou c'est de l'information qu'on ne peut pas donner parce que ça vient de la RAMQ, etc. Moi, j'ai dit, attends une minute. S'il faut changer la loi, on va changer la loi. Et c'est ce que je dis dans le document. On a fait un projet de loi pour améliorer la fluidité des données. Maintenant qu'on a... Maintenant, il y a même une partie de ces données-là que tout le monde a accès, sont en ligne. Là. Sont en ligne. Puis là, maintenant qu'on a transféré à Santé Québec, il y a des données qui vont rester du ministère, par exemple la santé publique, la prévention, mais les données d'opération de tous les jours, ça, c'est chez Santé Québec. C'est un gros changement. Santé Québec, c'est-tu bon, ça? Bien, c'est sûr que c'est bon, M. Dumont. Puis plus les gens me demandent si c'est bon, plus je leur dis, regardez l'amélioration à tous les jours. Vous y croyez encore? Ah, mais non seulement j'y crois, mais je regarde ce qui se passe tous les jours, comment il s'améliore. Un exemple, juste un. La semaine dernière, il y avait un article que c'est la première fois en 11 ans sur la Côte-Nord que le CIS respecte son budget et est capable de ne pas avoir de déficit. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à éliminer complètement la main-d'œuvre indépendante. Mais ça, là, il y a eu un focus qu'on a fait. D'ailleurs, j'en parle dans le document. Alors, ça, c'était très difficile pour un ministre qui s'occupait de 36 PDG de voir à ça. Maintenant qu'il y a une coordination de tous les CIS et les CIUS, moi, je pense qu'on voit ces améliorations-là. Il faut aller à la pause. Restez là. Avec on plaisir. continue la discussion dans quelques instants. Toujours en discussion avec Christian Dubé, ancien ministre de la Santé. Bon, quand vous avez démissionné, il y a une entente avec les médecins omnipraticiens. Vous comprenez que la chaîne vient de débarquer par rapport aux objectifs que vous aviez dans cette négociation-là. Vous êtes rentré dans le bureau de François Legault, 5 minutes, vous êtes ressorti, vous n'étiez plus ministre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit? Bien, je n'irai pas dans le détail parce que je pense que c'est une conversation privée, mais j'ai dit que j'étais pas à l'aise avec la décision qui venait d'être prise. Puis Vous avez remis une lettre? Oui, et voilà, j'ai donné ma démission le jour même. Voilà. Vous étiez dans quel état d'esprit? Triste, choqué? En même temps, il y a toute cette notion qu'en politique, ça finit souvent mal. Bien, écoutez, je vais vous dire le fond de ma pensée qui est encore plus fort aujourd'hui. M. Legault et moi, on a vécu des moments très d'une intensité extrême avec la pandémie, avec quelques gros dossiers. Vous étiez déjà des amis ou des connaissances avant la politique? Moi, je fais attention parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, mais c'était une relation politique, une relation que je vais appeler d'affaires. C'était pas un ami. Mais ce qui est important de dire, c'est que j'ai trop vécu de belles choses avec M. Legault pour dire que c'est pas parce que ça a mal fini que c'est pas bon. Et ça, pour moi, c'est important. Il reste du bon. Il reste beaucoup de bon. Et mon père disait souvent, le temps arrange les choses. Et j'espère que... Vous l'avez jamais revu? Bien, revu à l'Assemblée, mais pas non, jasé. on ne s'est jamais parlé. Puis je pense que des fois, c'est bon de prendre du recul, autant pour lui que pour moi, pour être capable justement d'apprécier les bonnes choses qu'on a vécues ensemble. On avait une complicité incroyable durant la pandémie et sur d'autres dossiers aussi où il m'a beaucoup appuyé. Alors moi, j'aime mieux regarder en avant puis de dire, bien peut-être, oui, il y a eu un différend à la fin, mais lui, il a respecté... Puis vos collègues, les autres ministres, ça se passait comment à l'Assemblée quand vous alliez à la période des questions? Ils vous parlaient? Surprenamment bien. Ah oui? Surprenamment bien parce que, encore une fois, j'ai pas d'amis, là. Mais j'avais des bonnes relations. L'ancienne présidente du Conseil du Trésor, Mme Lebel, la nouvelle, je pense à Jean Boulet,
Il y en a plusieurs avec qui j'ai eu une excellente relation. Et même Ça, c'est resté? C'est resté. Je veux dire, Mais avez-vous eu le sentiment, des fois j'imagine les choses, je l'ai imagé comme ça en ondes, mais que vous étiez parti au front dans la négociation avec les médecins, puis à un moment donné, vous avez regardé par-dessus votre épaule, puis vous avez vu tout du monde là, qui courait dans le sens inverse avec les culottes aux genoux. Avez-vous eu un peu ce sentiment-là d'être tout seul au combat, puis à un moment donné, tu regardes, hey, les autres se sauvent. Oui, mais, M. Dumont, je fais attention à mes mots parce que je dis que les paroles restent aussi, Ouais. pas juste les écrits. Mais il y a un premier ministre, puis c'est lui qui décide. C'est lui le boss. C'est lui le boss. Je comprends. Puis, à un moment donné, si les disciples, les députés ont décidé que le boss avait changé d'idée ou prenait telle direction, ben moi, je les respecte parce qu'il y a une ligne de parti, mais moi, je n'étais pas obligé de la suivre. Je comprends. J'ai senti ce document-là, écoute, il y a de l'ouvrage là-dedans, là, en quelques mois, vous avez travaillé. Vous allez transmettre ça à des étudiants? Ça vous excite, cette nouvelle notion de dire, ben moi, je veux des gens qui étudient pour devenir des administrateurs publics ou autres, je vais aller leur donner mon expérience? Bien, c'est peut-être ce qui me parle le plus de ce document-là. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, ce document-là, c'est mes réflexions, puis je veux que les Québécois continuent d'avoir espoir qu'on peut changer. D'ailleurs, excusez, ils y ont accès. Ben oui. Transformer Réseau de la santé, là, transformer Réseau Santé, en fait, c'est accessible. .ca. .ca, c'est accessible à tous aujourd'hui. À compter de ce matin. On voit défiler derrière nous, là, c'est accessible au grand public. Bien, c'est ce que je voulais, parce que ça fait partie, autant pour les étudiants, puis c'est un peu comme ça que l'idée d'écrire m'est venue en janvier. Il y a un professeur de l'ENAP qui m'a contacté, puis il m'a dit « T'aimerais-tu ça venir donner un cours? » Mais moi, vous me connaissez, j'étais un peu intense. Intense sur les données, intense sur l'écrit. J'ai commencé à écrire, puis les HEC m'ont contacté aussi. Alors, moi, je trouve ça important comme processus de réflexion, de passer mes expériences pour que, justement, ça ne soit pas perdu pour les prochains qui voudront continuer la transformation. Dans tous vos constats et apprentissages, il y a un petit chapitre sur les médias. Oui. Quel souvenir des médias? C'est celui qui est le plus dangereux, où j'ai été le plus délicat. Hein? Vous l'avez lu? Pourquoi? Bien, c'est parce que c'est très difficile de dire quelque chose contre les médias. Y aurait-tu quelque chose à dire contre les médias? Bien, il y a des très, très bons journalistes. Il y en a... C'est comme des avocats. Il n'y a pas des paresseux qui écrivent n'importe quoi? Je dirais pas ça. Vous pouvez dire ça. Je pose la question. Mais ce que je vous dis, j'ai choisi quelques personnes pour faire les entrevues, parce qu'il y a des gens pour qui j'ai beaucoup de respect, comme vous, comme M. Roy, mais... Il nous reste 10 secondes. Allez-vous voter CAQ à la prochaine élection? Bien, si Mme Fréchette continue son travail comme elle le fait, je vais sérieusement le considérer. Christian Dubé, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci Au revoir.